Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café de l'Aéro proposé par Siemens, notre nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler Flexible Manufacturing avec nos invités, nos trois experts. J'accueille Benoît Simonet. Bonjour Benoît. Bonjour Stéphane. Vous êtes chargé d'affaires chez Siemens Digital Industry Software en avant-vente dans le domaine des opérations de production. Exactement. Thierry Foucault. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane. Vous êtes responsable commercial aérospace et défense chez Siemens et avec un focus particulier sur les aspects manufacturing. Exactement. Et Denis Riop. Bonjour Denis. Bonjour Stéphane. Vous êtes business développeur dans le domaine de l'ingénierie, de la production et industrialisation chez Siemens. Absolument. Alors, dans un premier temps, nous allons faire un tour et un point rapide sur les enjeux. Et on verra ensuite ce que c'est le flexible manufacturing et quels sont les moyens qui sont à mettre en œuvre en tout cas et voir quels en sont les bénéfices directs. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quand on parle de flexible manufacturing, pardon Thierry, ça s'inscrit dans quel contexte? Pourquoi est-ce qu'on y a recours? D'abord, je pense qu'en introduction, on peut convenir que le secteur aérospace and défense est en général plutôt en avant sur l'adoption des nouvelles technologies, tant dans la partie développement que dans la partie production, donc c'est-à-dire sur l'ensemble de la chaîne. On peut qualifier le secteur comme un early adopter, je dirais. Donc ça, c'est important. Ce qui est aussi important, c'est qu'on voit que les systèmes aujourd'hui sont de plus en plus complexes et vivent de plus en plus longtemps. Ce qu'on voit aussi, c'est que les nouvelles technologies sont prises en considération et font évoluer ces systèmes, notamment avec l'apport de l'IoT, avec ce qu'on qualifie usuellement d'industrie 4.0, de transformation digitale, etc. Toutes ces dimensions-là ont une incidence très forte. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que 50% du coût du lancement d'un nouveau programme est attaché à la sécurité et à la certification. Donc on comprend bien que ça doit être pris en considération sur l'ensemble du process de fabrication, du développement à la fabrication. On doit tenir compte de ces dimensions. Et j'imagine que c'est une industrie qui n'échappe pas aussi à la dictature du time to market. Exactement, et on peut même rajouter le time to value. En effet, ce sont des clés aujourd'hui pour comprendre le marché. Alors, Denis, Thierry a un peu évoqué déjà la question de l'IoT, mais du coup, quand on parle de early adopter, on parle de quelle technologie en somme? Oui, on va parler de plusieurs technologies. On va parler par exemple de jumeaux numériques. On va parler de fabrication cognitive, d'analyse des données. On va parler de robotisation, de cobotisation. On va parler de chariots automatisés. Et puis on va parler de fabrication additive, qui sont des technologies nouvelles et surtout, enfin nouvelles, non, pas dans ce domaine-là, mais surtout en croissance. Enfin, qui se démocratisent surtout. Et qui se démocratisent beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être quelques exemples d'utilisation à nous donner? Dans le secteur aéronautique, effectivement, il y a plusieurs milliers de pièces qui sont utilisées en fabrication additive, comme dans les programmes civils de Airbus ou de Boeing, ou dans les programmes militaires de Lockheed Martin. Le 777X de Boeing utilise plus de 500 pièces, le GE9X de General Electric utilise plus de 300 pièces en fabrication additive et le nouveau Airbus A350 utilise plus de 1000 pièces en fabrication additive, aussi bien au niveau aménagement de l'avion qu'en pièces de structure. Oui, alors effectivement, donc je comprends qu'on n'en est pas au balbutiement du recours à l'additive manufacturing. Alors, quels sont les enjeux, Denis, derrière cette notion de flexible manufacturing qu'on va développer un peu tout le long? Il y a plusieurs enjeux au niveau du flexible manufacturing. D'abord, les moyens que l'on trouve au niveau de la production, il faut qu'ils s'adaptent aux enjeux du marché. Il y a une montée en cadence importante au niveau de la production de l'aéronautique et en même temps, la décarbonisation impose d'avoir des produits durables. Et donc ça nécessite cette modification. D'autre part, il y a deux cas de figure importants à prendre en compte. Est-ce que je crée une nouvelle ligne, une nouvelle usine, ou est-ce que je viens modifier, adapter une ligne existante, je fais un rétrofit d'une ligne existante? Je crois que le plus important, c'est minimiser les arrêts de production et grâce à la simulation. Prévoir avant ce qui va se passer après et le faire grâce aux jumeaux numériques. D'autre part, il y a un point qui est aussi très important, c'est cette continuité numérique que l'on va avoir de l'ingénierie au manufacturing et en aval à la maintenance. Et puis, si on parle de smart manufacturing, eh bien, le point important, c'est de s'assurer de la productivité de ma ligne grâce aux jumeaux numériques,
avant que cette ligne soit créée. Hein. C'est important pour pouvoir anticiper les défaillances que je peux avoir sur ma ligne ou anticiper comment dirais-je, les actions de maintenance que je vais avoir sur mes machines. Pour éviter les interruptions, en tout cas. Pour éviter les interruptions en utilisant les données que je vais prendre sur ma ligne directement et les analyser avec ce jumeau numérique. D'accord, bon, être flexible, ça permet d'être smart, pour être flexible, il faut être smart. Bon, c'est finalement un cercle vertueux. Benoît, pour compléter peut-être ce que vient de nous dire Denis sur tous les enjeux qu'il peut y avoir au niveau du métier ou des métiers. C'est vrai que Denis le présente très bien justement au niveau des métiers, mais je pense qu'il y a un autre enjeu qu'on doit percevoir et c'est un dénominateur commun sur le flexible ou le smart manufacturing, c'est l'enjeu économique. Faire en sorte que le manufacturing, la production, dans sa phase de conception et après dans son exploitation, elle soit économiquement très viable. Et ça, on le mesurera avec la productivité qui sera au bénéfice du profit, l'efficacité opérationnelle qui sera au bénéfice de la marge. Ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Je voudrais rebondir aussi sur un point que tu vas donner en introduction, Thierry, c'est l'enjeu de certification. Parce que ça, c'est quelque chose qui doit être un aboutissement au niveau d'un programme. Et cette mise en conformité avec ce que sont les normes et les réglementations, c'est quelque chose qui est essentiel. Et ce n'est pas une affaire qui est simple, puisqu'on va avoir énormément d'évolutions du fait des modifications, mais aussi du fait de la recherche d'innovation. Et quand on va vers de nouvelles disciplines, quand on intègre l'électronique, qu'on fait beaucoup de mécatronique dans les nouveaux systèmes, qu'on change les systèmes propulsifs également, et qu'on va avoir des éléments disruptifs, on est susceptible d'avoir des décalages et il est nécessaire de savoir les anticiper, les évaluer, en réduire les impacts pour ne pas dériver au niveau de la certification. Merci Benoît. Alors Denis, maintenant ce qu'on a envie de savoir c'est comment est-ce qu'on met ça en place? Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a le point principal, c'est le jumeau numérique pour pouvoir simuler ce que je vais mettre en place justement. C'est important ce jumeau numérique pour pouvoir augmenter la cadence, augmenter la qualité de mes produits et en même temps investir dans cette simulation, investir dans ces éléments de vérification en amont, ça va me permettre de fiabiliser ma production tout en intégrant, comme disait Benoît, les normes et les standards que je vais devoir prendre en compte et qui évoluent régulièrement. Le jumeau numérique est utilisé aussi en cas de rétrofit, de modification de ma ligne au niveau de la production. C'est-à-dire que je vais pouvoir facilement tester en avance de phase, avant même de savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer au niveau de mon jumeau numérique. Par exemple, si je veux automatiser une tâche qui avant était manuelle et je veux la remplacer par un robot, par exemple, un opérateur par un robot, il faut que je sache en avance de phase, est-ce que économiquement c'est viable et est-ce que techniquement ça va pouvoir se mettre en place? Et est-ce que je vais garder cette même flexibilité au niveau de ma production? D'accord? Et donc je vais pouvoir tester tout ça en avance de phase, en virtuel, dans ce jumeau numérique. Il y a aussi de nouveaux moyens de fabrication, comme la fabrication additive, qui vont me permettre de faire des pièces, qui vont être faites plus rapidement et surtout des pièces qui peuvent être plus complexes. Alors pourquoi plus complexes? Parce qu'on va pouvoir simplifier des assemblages en minimisant le nombre de pièces, mais en faisant des fabrications qui ne sont impossibles à faire actuellement avec les moyens conventionnels existants. On va utiliser des biostructures, on va utiliser des treillis par exemple, et tout ceci ne peut se faire qu'en fabrication additive. Ça va donner de la légèreté à mes pièces, et donc on sait que le poids est un élément important dans l'avion et surtout un élément important pour la décarbonisation. Comment ça se traduit après de façon opérationnelle à tout ce que vous venez d'évoquer, Denis? C'est-à-dire comment les métiers s'approprient tout ça et comment ça se retranscrit? Alors il y a deux types d'approches. Il y a les nouvelles lignes ou les nouvelles usines que je vais concevoir ou celles qui existent déjà que je vais devoir modifier. Si je fais une nouvelle ligne qui existe déjà, eh bien, je vais devoir créer une nouvelle ligne la plus performante possible. Et donc, je vais pouvoir utiliser ce jumeau numérique pour faire plusieurs itérations de tests et trouver la meilleure productivité. Je vais pouvoir aussi, en avance de phase, tester la supervision de cette ligne en connectant ce jumeau numérique aux automates, et puis tester mon programme et m'assurer de la bonne productivité de ma ligne, alors que ma ligne n'existe pas encore. De la même façon, je vais pouvoir former mes opérateurs aussi sur une ligne virtuelle qui n'existe pas encore parce qu'actuellement on est en train de la monter. Est-ce que ça concerne tous les procédés de fabrication?
tous, je ne sais pas, mais en tout cas, le smart manufacturing est assez ouvert pour intégrer des procédés comme la fabrication additive, même l'usinage traditionnel, comme la mécatronique, on en a parlé, comme l'intégration des systèmes, d'accord, ou la conception de pièces en matériaux composites. Hein. La fabrication additive, par exemple, va permettre d'assurer une certaine continuité numérique de sa conception, qui va être modifiée par rapport à ce qui se faisait avant, à sa fabrication d'un brut par exemple, que je vais devoir faire, et puis je vais préparer ma pièce pour pouvoir l'usiner sur les parties fonctionnelles. Bien sûr, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, il y a des modifications qui arrivent. Et si j'ai une modification qui arrive au niveau de ma pièce, je vais pouvoir rapidement propager cette modification, voir l'impact que ça a sur mon processus, et le voir très rapidement. Gain de temps, gain d'argent, et gain de qualité surtout sur ces pièces-là. Bon, c'est merveilleux. Merci Denis. Benoît, est-ce que tout ce qu'on vient d'évoquer, ça joue un rôle dans cette convergence qui est très importante et d'actualité entre l'informatique un peu de bureau, qu'on appelle l'IT, et l'informatique opérationnelle? Je sais, cette convergence, du coup, je prends l'exemple entre l'ERP et les systèmes SCADA. Est-ce que ça aide? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que Denis a bien expliqué dans les mondes virtuels comment on allait avoir cette continuité sur les données de l'IT, de la conception à la mise en opération. Cette continuité, avant de converger, on doit aussi la retrouver au niveau de l'OT. Donc, il va falloir que l'on capte les données auprès de leurs sources, qui sont les machines, qui sont les supervisions avec les SCADA, et avoir la compilation de ces données des opérations, ça va nous permettre de mesurer, valider, attester de la performance des lignes et des usines. C'est ce qu'on appelle les taux de rendement spécifiques ou les taux de rendement global. Dès lors que l'on va croiser également ces données avec le MES, on sera capable de suivre l'évolution, suivre réellement ce que va être la production, et on croisera ça avec les données de l'ERP qui traduisent ce qu'était la demande, avec les données de simulation qui nous donnaient aussi les attentes en termes de performance, et dès lors qu'il y aura corrélation, on sera parvenu à des convergences par ces confrontations. Et puis au-delà de s'être réunis par la convergence, on pourra aussi envisager qu'il y ait des boucles retour, voir comment de nos opérations on sera capable de revenir vers les équipes d'ingénierie en formulant des retours d'expérience qui peuvent d'ailleurs être soutenus par le machine learning. On a vu des campagnes qui étaient très intéressantes dans la fabrication des matériaux composites où l'intelligence artificielle, le machine learning avait fait l'exploitation de ce qu'étaient les paramètres et également beaucoup de combinatoires entre les différents paramètres du process de manière à dire ça ce sont des lessons learned. Dans mon amélioration continue, j'aimerais faire la préconisation que c'est l'état de l'art, ou ça c'est une situation à risque et il vaut mieux s'en méfier. Ou alors, autre type de boucle retour, c'est ce qui va nous permettre de rentrer dans un indice de modification, dans la continuité du cycle de vie du produit, en documentant ce que doit être une modification, un Engineering Change Request, qui va être consigné dans le PLM pour amener à une évolution. Alors là, il n'est pas question d'automatisation, mais plus d'autonomisation des systèmes. Comment est-ce qu'elle entre en ligne de compte, Benoît ? Alors quand on parle d'autonomisation des systèmes, c'est que déjà on est peut-être un pied dans le 5.0 où on veut aller plus loin en faisant en sorte que l'automatisme puisse avoir justement une relative indépendance. On peut donner plusieurs exemples qui sont illustratifs. Tu parlais d'additive manufacturing, il y a beaucoup de process aujourd'hui qui utilisent des algorithmes pour donner un design en fonction de ce que sera l'usage. Et finalement, les formes, les morphologies, à objectif de légèreté, à objectif de résistance, eh bien, elles vont découler de ce que vont être des simulations. Ce n'est pas nécessairement l'homme à la souris devant un écran qui va proposer des formes, elles vont sortir d'une algorithmie en fonction d'un résultat attendu. Et dès lors que l'on aura obtenu la géométrie, on pourra avoir la simulation de la programmation, le transfert aux machines. On trouve cette continuité qui est effectivement assez importante. Autre exemple d'autonomisation qu'on peut proposer, c'est sur des machines d'usinage qui sont relativement polyvalentes où pour choisir la gamme, on va faire la reconnaissance de ce qui est la pièce qui est en entrée par des caméras. Et la détection de ce qui est la morphologie va nous permettre de dire « Ah, c'est telle configuration que je vais introduire dans le centre d'usinage » et du coup la bonne gamme va être activée. On pourrait parler aussi de ce que sont les AGV ou les AMR, selon que les convoyeurs soient sur des chemins prédéfinis ou qu'ils travaillent de manière autonome. Il y a des logiciels aujourd'hui qui en assurent le pilotage,
une référence Simove chez Siemens, couplée à Plant Simulation, qui est le logiciel de simulation des flux. On va avoir, disons, encore une fois, des analyses, des boucles de tests qui vont permettre de sortir ce que sont les meilleurs enchaînements pour qu'au final, on se trouve avec des flux qui sont améliorés et aucun goulot d'étranglement dans les usines. Alors pour qu'on puisse se faire une idée peut-être un petit peu plus précise de ce que vous nous racontez, Benoît, est-ce que vous avez des exemples à nous partager de transition digitale justement vers ce type de technologie comme le jumeau numérique? Oui, alors dans le domaine de l'aéronautique défense, je pourrais vous parler de ce qui a été un cas de transformation chez un de nos clients, un des 3 gros motoristes, à la fois dans le domaine du civil et du militaire. L'ambition qu'ils ont eue, ça a été de faire la transformation d'un de leurs sites de production en un site de maintenance et de réparation. Donc on a su les assister sur des phases préparatoires pour qu'ils valident par les jumeaux numériques qu'ils étaient sur la bonne voie. Ça s'est fait en plusieurs phases. Jumeaux numériques du manufacturing pour avoir la validation de l'implémentation. Simulation des flux de manière à valider qu'on allait avoir les bonnes transitions au niveau des pièces et des approvisionnements sur les machines. Simulation de ce que vont être les charges et capacités, de façon à faire passer ce que seront les ordres, avant de faire la mobilisation des personnels, l'affectation des ressources. Et au final, on va avoir un accompagnement des utilisateurs. Tu le disais, c'est extrêmement important, savoir les accompagner, savoir les épauler dans cette transformation numérique pour qu'ils aient la bonne documentation, les bons process. C'est extrêmement important et attendu. Et quels ont été les gains, pardon, Denis, quels ont été les gains de cette transition? Alors par les simulations, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pu accélérer la phase de design et le projet, minimiser la durée consacrée aux preuves de concept. Donc ça, c'est extrêmement efficace d'un point de vue du timing et du planning. On a pu aussi nous assurer de ce qu'est la productivité. Elle était au rendez-vous parce que les simulations des flux étaient quelque chose qui était tout à fait probant. On a aussi su diminuer les stocks, que ce soit au niveau de l'inventaire ou au niveau des encours, pour avoir une minimisation des espaces et des optimisations des tailles au niveau de l'usine. Et finalement, on se retrouve avec un maximum de taux d'utilisation des machines qui se retrouvent sur des impacts forts de marge. D'accord, merci Benoît. Pardon Denis, je vous ai coupé, je vous ai empêché de couper Benoît. Vous vouliez Je vais compléter juste la partie. Allez-y. On parle beaucoup d'opérateurs augmentés aujourd'hui, où effectivement les opérateurs peuvent être accompagnés dans les tâches de maintenance ou les tâches de production, d'assemblage, en réalité augmentée. Hein, on a chez Siemens une usine à Berlin qui utilise ça, où l'opérateur est filmé avec une caméra sur sa paillasse de montage et sur un écran, on a la réalité, le contexte réel et on vient projeter le virtuel de la pièce qu'il a à monter pour le guider dans son travail qu'il a à faire et s'assurer que le travail se fera correctement. Le tout couplé à un MES permet de prendre les temps de montage, prendre les opérations les unes après les autres et le guider au fur et à mesure de son travail. On est un peu dans le Minority Report Manufacturing du futur de l'espace. Bon, mais effectivement, tout ça, ça arrive. Alors, Thierry, chez Siemens, justement, par rapport à tout ce qui vient d'être évoqué sur ces nouvelles façons de faire, ces nouveaux enjeux, ces nouveaux besoins, chez Siemens, ça se traduit par quoi en termes d'accompagnement? Alors, le portfolio est extrêmement large et vous le savez, mais donc, si je devais retenir quelques sujets, notamment qui ont déjà été un petit peu abordés, je pense qu'en effet, le jumeau numérique du manufacturing, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça permet de penser la modélisation des chaînes de production, que ce soit d'ailleurs en mode brownfield ou greenfield, hein, donc que l'usine existe déjà et qu'on la digitalise, ou alors l'usine est à créer. Donc le jumeau numérique nous le permet. Dans le jumeau numérique, on va pouvoir justement adresser de tout ce qui est robotique, cobotique, donc la relation entre l'homme et le robot. On va adresser les simulations de flux. Alors, peut-être dans ce contexte-là, ça peut être intéressant de mettre en exergue un récent partenariat qui a été signé entre Siemens et Nvidia, qui permet, le terme est peut-être un petit peu à la mode, mais qui permet justement de penser métaverse de l'usine et donc de commencer à se déplacer dans l'usine avant même que la première brique ait été posée. Et très clairement, dans ce métaverse, on introduit toutes les notions d'intelligence artificielle et de temps réel. Donc je pense qu'en effet, le monde est réellement en train de changer.
Oui, là, on imagine le virtual additive manufacturing avec le digital twin. Là, c'est la mise en abîme totale. Ça fabrique tout ça par des opérateurs sous forme d'avatar. C'est ça, très, très clairement. Et en effet, se dire je me promène et je vois ce qui se passe, donc j'ai la mesure de ce que ça pourrait être demain. Deuxième sujet qu'on pourrait mettre en exergue, c'est la partie PLM autour de nos solutions de la gestion des cycles de vie des produits. Justement, c'est avec l'interaction entre les différentes étapes, on est capable d'accompagner sur chacune de ces étapes et on est capable en effet de gérer les interactions entre ces différentes étapes, du développement à la production. Et Benoît parlait de la close loop, c'est-à-dire on est capable de faire en sorte que ces différentes étapes s'enrichissent les unes des autres. Et ça, c'est des éléments clés. Oui, c'est le bureau d'études qui peut se nourrir de ce qui s'est passé en bout de chaîne de fabrication pour revoir un petit peu sa copie. C'est une clé si on veut progresser dans le cycle de vie. Oui, puis ça permet aussi aux fournisseurs et aux partenaires de se connecter à ce référentiel unique et ils font partie de cette flexible manufacturing au niveau de ces concepteurs. Et d'autre part, cette capitalisation de données va permettre comme l'exige le secteur, va permettre de pouvoir retrouver et les pièces et leur processus pour que 20 ans après, on puisse continuer à produire ces mêmes pièces si nécessaire. Du coup, je vous laisse le micro, Denis, pour terminer ce café. En termes d'exemple aussi, peut-être de votre côté, est-ce que vous pourriez nous partager? Oui, on a un client qui s'appelle Pilatus, qui fait donc des avions, et entre autres son PC-24, qui est un avion turboréacteur qui permet d'atterrir ou décoller sur des pistes en terre, rapidement. A été conçu depuis et pensé depuis le début de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un enrobé Il n'y a pas d'enrobé, on peut... voilà, les fly doctors utilisent ça par exemple pour aller un peu partout là où ils ont besoin d'intervenir, quel que soit le terrain. Et ils ont créé cet avion en intégrant dès le départ cette continuité numérique de l'ingénierie, intégrant l'assemblage, donc tout le processus de fabrication et d'assemblage de cet avion jusqu'à la maintenance en continuité, pour gagner du temps sur la conception et la sortie de ces avions et absorber la diversité, parce que cet avion a aussi plusieurs versions et donc il faut absorber cette diversité au niveau de la production. On a aussi un autre constructeur d'avions brésilien qui a fait confiance en nos solutions pour mettre en place par exemple des nouvelles machines de perçage-rivetage, qui jusqu'à présent étaient des machines. Maintenant, ils le proposent avec des robots. Et le robot donne une flexibilité par rapport à cette production. Et nos solutions permettent d'anticiper, donc de simuler, de calculer les trajectoires les meilleures, les plus optimum, pour ensuite les mettre en action au niveau de la production et s'assurer du bon résultat que l'on aura au niveau de la production. Très bien, merci beaucoup Denis. On retient quand même jamais son jumeau numérique. Un mot-clé définitivement. Définitivement, voilà, c'est le compagnon ultime. Merci à tous les trois, en tout cas, de nous avoir éclairés, de nous avoir instruits aussi de toutes ces informations. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce Café de l'Aéro et on vous dit à bientôt.